comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. On la surnomme la Grosse Pomme. C'est la plus grande mégapole d'Amérique. 8 millions d'habitants répartis sur 5 boroughs, appelons-les districts, qui sont chacun une ville dans la ville. Le cœur de la Grosse Pomme, c'est le quartier en effervescence de Manhattan. Plus qu'aucune autre capitale, New York est connue pour son rythme infernal. Et pourtant, la vie ici tournerait au ralenti sans un élément essentiel de l'infrastructure, le fameux métro new-yorkais. C'est le moteur de cette mégapole. Ici, 75% des gens n'ont pas de voiture et n'en ont pas besoin. New York a les meilleurs transports urbains de toute l'Amérique. Mais le métro est un système assiégé. Il doit affronter simultanément 3 menaces: l'homme, la nature et le temps. Et les risques ont de quoi donner le vertige. Le réseau est aux 2/3 souterrain. Il passe sous les rues, sous les fleuves et sous les gratte-ciels, et porte ainsi littéralement le poids de la ville sur ses épaules. Des milliards de tonnes de béton et d'acier, d'asphalte et de terre. Des millions de litres d'eau qui menacent de s'engouffrer. Une infrastructure vieille de 100 ans. Mais il y a plus inquiétant. Le 11 septembre. Dans ces couloirs obscurs, le spectre du terrorisme n'est pas une illusion. Après avoir surmonté le pire des cauchemars, la ville se bat quotidiennement pour ne jamais revivre ça. Mais New York a aussi un autre surnom, la ville qui ne dort jamais. Une mégapole insomniaque en mouvement perpétuel. Et le métro, lui non plus, ne s'arrête pas. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le transport urbain le plus rapide. Sur l'asphalte, la vitesse moyenne est de 10 km/h, contre 48 km/h sur les rails. Conçu au 19e siècle, c'était le premier métro du monde avec un service à 4 voies. 2 voies locales et 2 express. Pas d'attente. Dans une ville asphyxiée par les encombrements, le métro était une véritable bouffée d'oxygène. À partir d'une seule ligne, il a déployé ses tentacules à travers toute la ville. Aujourd'hui, il compte 27 lignes et 1300 km de voies, assez pour relier Rome à Amsterdam. Avec ses 468 stations, c'est le plus vaste réseau de la planète. Il repose sur un ensemble complexe d'infrastructures. 68 ponts sur l'eau et sur la terre. 14 tunnels sous les fleuves. 2 liaisons ferroviaires clés. Et un des plus vieux ferries du monde. Chaque jour ouvrable, les trains accueillent 4,5 millions d'usagers, l'équivalent de presque toute la population norvégienne. C'est un des métros les plus fréquentés du globe, un organe dans lequel la vie circule à une cadence infernale. Et New York lutte quotidiennement pour maintenir ce flux vital en toute sécurité. Pour les étrangers, cette mégapole semble former un tout anonyme. Mais pour les New-Yorkais, c'est un gigantesque patchwork de quartiers, avec chacun sa propre identité, reliés entre eux par ces précieux câbles d'acier. Eb Monas est conducteur depuis 21 ans.
Aujourd'hui, il fait son trajet préféré, la ligne numéro 3. C'est une des lignes les plus sympas du réseau. Elle passe dans toute la ville. Harlem, Brooklyn, Manhattan, Chinatown. Son parcours traverse certains des lieux les plus réputés du monde. Central Park, une oasis de verdure dans une jungle d'asphalte. Broadway, capitale internationale du théâtre. L'Empire State Building, le plus célèbre gratte-ciel du monde. Greenwich Village, paradis américain de la bohème. Wall Street, bastion de la finance new-yorkaise. Et un grand trou, la tombe ouverte du World Trade Center. Depuis la création de la première ligne, il y a 100 ans, le sort du métro est indissociablement lié à celui de la ville. Leur histoire emprunte la même voie. Quoi que réserve l'avenir, New York et son métro dépériront ou prospéreront ensemble. Mais conduire un train, ce n'est pas une partie de plaisir. Tout le monde croit que c'est un métier facile. Mais il faut faire très attention aux moindres détails. Les conducteurs ont tous la même devise, sécurité avant tout. Ils sont constamment à l'affût des obstacles, petits ou grands, mécaniques ou humains. La journée commence toujours par une inspection de sécurité, car dans un réseau de cette taille et de cette capacité, tout repose sur les détails. J'examine tout de haut en bas. Je vérifie toutes les voitures, les portes, les freins. Si Ebb remarque quelque chose, il peut empêcher la rame de partir. Ma mission consiste avant tout à assurer la sécurité de ce train. J'ai beaucoup de vie entre les mains, et c'est parfois un peu stressant. Le métro de New York met les conducteurs face à un véritable dilemme. Des horaires inflexibles dans une ville imprévisible. On attend de nous la perfection tous les jours, mais on transporte des millions de personnes et une seule d'entre elles peut tout retarder. Un passager malade ou une agression. Et quand le train disparaît sous terre, les ennuis suivent. Par une journée ordinaire, ce ne sont pas les terroristes qui inquiètent le plus Ebb. Ce sont ses compatriotes. New York sera toujours New York. Il y a de la criminalité en bas comme à la surface. Tout ce qui arrive dans la rue arrive aussi dans le métro. Mais certains dangers sont propres au métro. En 1991, 5 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées dans un déraillement à Manhattan. En 2000, un autre déraillement à Brooklyn a fait 66 blessés. Les accidents de métro sont aussi rares que les fermes à Manhattan. Pourtant, aucun conducteur ne peut appuyer sur l'accélérateur sans repenser aux tragédies qui se sont produites dans d'autres pays. 1975. En pleine heure de pointe, un train s'écrase dans un cul-de-sac du métro londonien. Bilan, 43 victimes. 1995. La pire catastrophe de toute l'histoire du métro. Dans la capitale de l'Azerbaïdjan, un train bondé prend feu dans un tunnel. Bilan, 300 victimes. Il y a aussi le terrorisme. La police française accuse les islamistes d'avoir organisé l'attentat de 1995 dans le métro parisien. La police russe suspecte les Tchétchènes d'être derrière l'attentat du métro de Moscou en 2004. Mais le plus effrayant reste le terrible attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, qui a fait des centaines de blessés et 12 morts. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Pour l'Amérique, tout a changé ce jour-là. Ma mission, c'est d'assurer la sécurité de ce train. Le long de ces voies, New York monte la garde. Mais par une magnifique matinée d'automne, le danger est arrivé de là où personne ne l'attendait. D'un ciel d'azur. Une catastrophe sans précédent qui a pétrifié la ville.
associe deux types d'images au 11 septembre. Voici l'autre. Des centaines de milliers d'usagers du métro marchant vers un abri. Marchant vers chez eux. Marchant au hasard. À la suite de l'attaque terroriste contre le World Trade Center, le plus grand réseau de transport de la planète a fermé ses portes. Toute la journée, le monde entier a regardé la tragédie se dérouler en surface. Personne n'a vu ce qui se passait sous terre. Un véritable cataclysme. En s'effondrant, les Twin Towers ont anéanti la station de Cortlandt Street. Près de 430 mètres de tunnels détruits, 4 lignes fermées. Il n'y a pas eu de victimes, mais 3 trains ont été enfouis sous une montagne de décombres. Heureusement, New York est la ville qui ne dort jamais et qui va toujours de l'avant. Quelques heures plus tard, le projet de remise en service et de reconstruction était déjà en route. Dépoussiérant des plans de 1915, les architectes ont redessiné la station. Déblayer les décombres a pris plusieurs mois et selon les experts, il faudrait des années pour reconstruire. Ils avaient tort. 1 an et 4 jours après le 11 septembre, les 4 lignes de métro ont rouvert. Une victoire après le drame. Mais à Ground Zero, le réseau était encore sous les décombres. La station la plus durement touchée est située 5 étages sous le World Trade Center. C'est le terminus du train de la Port Authority Trans-Hudson, ou PATH. Au départ de Newark et de Hoboken, le PATH traverse l'Hudson via 2 tunnels. Une des lignes va à Penn Station et l'autre au World Trade Center. C'est l'une des plus petites voies ferrées du monde, à peine 23 km. Mais elle relie le nord du New Jersey aux 1300 km du métro new-yorkais. Chaque jour, le PATH fait plusieurs centaines de voyages et transporte presque 200 000 voyageurs. Comme le métro, il est perpétuellement en mouvement. Il y a des gens qui ne sont pas d'ici et qui me disent « À quelle heure est-ce que je dois revenir pour avoir le dernier ?» On fonctionne 24 heures sur 24. Bob Garcia est conducteur du PATH depuis 20 ans. J'aime bien être dans la voiture avec les passagers. Et je pense que ça les rassure beaucoup aussi. N'oubliez pas que depuis le 11 septembre, les choses ont changé. Nous avons perdu notre innocence. Aujourd'hui, au moindre retard, au moindre problème sur le réseau, les passagers s'interrogent. Avant, Bob Garcia s'arrêtait tous les jours dans la station PATH située sous les Twin Towers. World Trade Center, terminus du train. C'était une ville dans la ville. Il y avait plus de 50 000 personnes. Il y avait une animation extraordinaire dans ce quartier. Surtout les jours où il faisait beau, à l'heure du déjeuner, quand tout le monde sortait des bureaux. Et parfois, en regardant en l'air, on voyait ces 2 montagnes majestueuses s'élevant dans les airs. C'était avant le 11 septembre. C'est comme si on avait perdu quelqu'un de la famille. L'effondrement de la tour sud du World Trade Center détruit la station PATH. C'est le point le plus profond du site et toute l'eau utilisée pour lutter contre le feu se déverse à l'intérieur. Les conduites d'eau cassées inondent le tunnel jusqu'au New Jersey. Les ouvriers bâtissent un barrage provisoire pour le fermer. Ils mettront 40 jours à écoper toute l'eau. Un élément clé du réseau de transport vient d'être détruit. Le plus dur reste à faire, reconstruire. Un véritable exploit en matière d'ingénierie des transports. Les ouvriers creusent 1,5 km de tunnel. Ils remplacent les traverses, les voies, les conduites.
et installe près de 100 km de câbles. Pendant ce temps, d'autres équipes travaillent 16 heures par jour, 6 jours par semaine, pour rebâtir entièrement la station. Elle est achevée en novembre 2003. C'est le premier espace public à ouvrir sur le site du World Trade Center depuis le 11 septembre. Le chantier est terminé un mois avant la date prévue. Ils ont réalisé l'impossible. Mais le vrai travail ne fait que commencer, car la station est provisoire. Cette tragédie sans précédent a paradoxalement ouvert une opportunité unique. L'occasion de réinventer une infrastructure archaïque au cœur d'une mégapole moderne. Ce trou béant est destiné à devenir un des nœuds du réseau. Nous allons construire un nouveau centre de transport ici. Ce sera la première gare de Lower Manhattan. Charles Gargano est vice-président de la Port Authority. Son projet d'une nouvelle station PASS va être associé à une autre transformation audacieuse à quelques rues de là. Avec plus d'1 quart de million d'entrées, de sorties et de correspondances quotidiennes, Fulton Street est la station de métro la plus fréquentée de Lower Manhattan. C'est aussi la plus labyrinthique, un véritable casse-tête souterrain dont les pièces ne s'encastrent pas. En fait, Fulton Street est un pôle d'échange réunissant 6 stations. Construit sur 30 ans, il dessert 12 lignes rivales qui se disputent les usagers. Les correspondances ont été conçues de façon délibérément décourageante. Pendant près d'1 siècle, les voyageurs ont erré dans un véritable dédale de couloirs. Mais il y a pire. Lorsque la ligne PASS a été créée, personne n'a prévu de liaison avec Fulton Street. Résultat, 2 nœuds ferroviaires sans interconnexion. Aujourd'hui, plusieurs milliards de dollars vont être investis pour débrouiller cet enchevêtrement d'artères. Pour faciliter les correspondances entre les lignes et creuser une liaison directe entre le métro et le train. Les stations ne formeront plus qu'un seul vaste pôle d'échange, avec des connexions rapides et des tapis roulants entre les 2 réseaux. À terme, la nouvelle plateforme PASS sera directement reliée aux bus, aux ferries et aux lignes de métro. Plus qu'un simple lifting, il s'agit là d'une opération de chirurgie lourde, destinée à refermer une blessure béante et à rassembler les pièces éparses du puzzle. Prévue pour être achevée en 2009, cette gare centrale a un coût proportionné à son gigantisme, 2 milliards de dollars. Mais aux yeux des usagers, c'est de l'argent bien employé dans cette ville où se déplacer vite est essentiel. Ils pourront facilement aller d'un endroit à l'autre et d'un réseau à l'autre. C'est l'objectif final. Accroître la mobilité, c'est la raison d'être du métro et c'est son génie. À un moment ou l'autre, les voies s'arrêtent, mais pas les correspondances. En reliant ces lignes à tous les autres réseaux de transport urbain, le métro s'étend bien au-delà de son terminus. À quelques rues de la station PASS, le réseau quitte les rails pour se connecter à une véritable institution new-yorkaise. Sécurité, le Guy Molinari arrive à Saint-Georges. Isolé dans le port de New York, Staten Island est le seul borough que le métro ne dessert pas. Mais à 8 km de là, sur Manhattan, l'île rejoint le réseau à la station Whitehall. Grâce au célèbre Staten Island Ferry. Et le bateau ne s'arrête pas à l'embarcadère. Pendant la semaine, les 5 navettes transportent l'équivalent d'une grande ville. 104 voyages et 70 000 passagers par jour. 20 millions de personnes par an. Comme le métro, le ferry fonctionne 24 heures sur 24 sans jamais s'interrompre. Mais lui, il est gratuit. C'est le mode de transport urbain le plus fiable de New York.
Plus de 96% des navettes arrivent en temps et en heure, malgré la pluie, la neige, le brouillard et le trafic. Le port de New York est un des plus fréquentés du monde et bien sûr, le ferry de Staten Island opère au cœur même du port. James de Simone est directeur des opérations du Staten Island Ferry. Aujourd'hui, il fait la traversée sur le joyau de sa flotte, le Guy Molinari. Il est plus grand que les anciens ferries. À chaque voyage, de Simone a jusqu'à 4400 vies entre les mains, l'équivalent de 4 rames de métro. Et ici aussi, la sécurité passe avant tout. Pour traverser le port surpeuplé de New York, le Molinari s'est doté d'un assistant électronique, le système anti-collision. Un logiciel qui recherche en temps réel le nom, la position et le cap de tous les navires présents dans le port. Des données vitales quand le brouillard engloutit le port dans la purée de poids. Elles empêchent cette liaison clé de couler. En 30 minutes, les navettes rejoignent le métro à la pointe de Manhattan et remettent les usagers sur les rails. Lower Manhattan a longtemps été aussi isolé que Staten Island. Le plus ancien quartier de New York est un véritable îlot que l'Hudson et l'East River coupent des autres boroughs. Mais aujourd'hui, des ponts et des tunnels relient Manhattan au reste de la ville, permettant au métro d'accéder aux confins de la grosse pomme. Ces ponts forment la colonne vertébrale du réseau de transport. S'ils venaient à disparaître, tout le système s'écroulerait. En voici un des plus imposants, le Manhattan Bridge. Sur ses voies intérieures, le métro traverse l'East River entre Manhattan et Brooklyn. Boji Daryanev est ingénieur auprès de la ville de New York. Sa mission, protéger le pont non pas contre le terrorisme, mais contre le temps. Un pont, c'est comme une machine. Il y a toujours quelque chose à réparer, à huiler, à repeindre, à nettoyer et même à remplacer. Le Manhattan Bridge a nécessité des rénovations importantes relativement tôt, car c'était justement les trains qu'il supportait qui le mettaient en danger. Maintenu par des câbles d'acier, il présente les avantages et les inconvénients d'un pont suspendu. Avantage, il peut fléchir. Inconvénient, il peut fléchir. Le problème s'est présenté dès le passage du premier métro. Sous le poids des rames, le pont se balance. Il penche d'un côté et se soulève d'un bon mètre de l'autre. Or, l'acier n'est pas fait pour fléchir, et ces torsions répétées finissent par casser les travées de l'autoroute à l'étage inférieur. L'état du pont se détériore tant qu'il faut finalement fermer les voies pour les réparer. Dans les années 80, la ville investit 2,5 milliards de dollars dans un projet de rénovation de ces ponts sur 30 ans. Sur le Manhattan Bridge, les ingénieurs installent alors de lourdes entretoises d'acier pour l'empêcher de tanguer. Le résultat nous a tous surpris. Le balancement s'est vraiment atténué. Grâce à cette opération de chirurgie, le pont a survécu et le métro roule toujours. Les ponts et les tunnels emmènent le métro bien au-delà de Manhattan, mais cette extension a un prix. Les risques de défaillance sont proportionnels à la taille du réseau. Le danger est partout. Les rames circulent juste à côté des conduites d'eau et des lignes électriques. La moindre panne dans l'une de ces infrastructures peut se répercuter sur le métro. À la surface, les voies sont à la merci des éléments. La pluie, la neige et les grandes chaleurs. Sous terre, le risque d'inondation est constant. Sans parler des accidents imprévisibles auxquels tout le réseau est exposé. Comme un ganglion, un problème négligé peut évoluer en tumeur maligne. Dans cet organe vital, la meilleure défense reste la prévention.
Pour repérer les ennuis, la compagnie des transports new-yorkais compte sur ses sentinelles. Nous sommes leurs yeux et leurs oreilles, parce que nous sommes sur le terrain. S'il y a un incendie, c'est moi qui le vois, pas eux. Et j'appelle, contrôle, on a de la fumée sur la voie 4, à Junior Street. Le métro new-yorkais risque chaque jour le pire. L'infrastructure la plus ancienne et la plus sollicitée du pays est sans cesse menacée par l'âge et l'usure. Mais des milliers d'ouvriers font discrètement front. Ils réparent les voies, rénovent les trains et refoulent l'eau dans une lutte quotidienne contre la catastrophe. Dans le métro, une crise se prépare. 1 millier de passagers, un conducteur débutant et des freins défectueux. Bien reçu, 15-20. J'évite la 42e. Centre de contrôle, répondez. 1238, où êtes-vous? Ici, centre de contrôle. J'ai un problème de frein. C'est sans doute le jeu vidéo le plus cher du monde. Il permet aux conducteurs d'apprendre leur métier. Les images générées par ce simulateur sont d'un réalisme terrifiant. Si les conducteurs n'ont pas l'impression que c'est réel, on ne peut pas les former. Depuis cette salle de contrôle, Rocco Cortez supervise l'auto-école la plus exigeante de New York. Panne de courant, corps sur les voies ou menaces terroristes, la réalité est pleine de mauvaises surprises. Le simulateur aussi. On peut envoyer un incendie, une inondation ou de la neige. Le conducteur doit rester sur le qui-vive, c'est le meilleur entraînement possible. La formation se déroule dans une salle de classe à 4,5 millions de dollars. Un appareil ultra sophistiqué projette des images réelles sur une vitre géante. Le conducteur a une vue large et c'est très important pour qu'il ait l'impression d'être en situation réelle. Les étudiants prennent les manettes d'une cabine d'1 tonne montée sur une base pivotante qui reproduit les mouvements d'un train en marche. C'est un élément essentiel. Sans le mouvement, le simulateur n'a pas d'intérêt. La base est installée sur 6 amortisseurs informatisés. Pour sa stabilité, la plateforme est ancrée dans 75 cm de béton. Maintenant que vous avez vu le simulateur, on va aller faire un tour à Brooklyn avec. Vas-y, Franck. Pour faire leurs preuves, les conducteurs commencent donc par voyager sans bouger. C'est là tout le paradoxe du métro. Pour être parfait, un trajet doit passer inaperçu. J'essaye de conduire mon train comme une limousine à 10 voitures avec une soirée privée. On sert le champagne et il ne faut pas tacher les robes et les smokings. Alors je m'arrête et je repars en douceur. J'amène les gens à bon port. C'est tout. Mais un conducteur doit pouvoir compter sur son train. C'est là qu'Ebb intervient. À la fin de la journée, quand il a atteint le terminus, il lui reste un dernier arrêt, le régulateur. Je m'occupe des trains qui sont vandalisés ou qui ont des ennuis mécaniques. On me dit, tu peux l'emporter à l'atelier ? L'atelier, c'est le complexe de maintenance de Coney Island. Une véritable légende. C'est le plus grand garage ferroviaire de toute l'Amérique du Nord. Il s'étend sur 30 hectares, dont un tiers en espace clos. Une petite armée de 750 mécaniciens se relaie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que les trains continuent à rouler. Il ne s'agit pas de plaisanter, car ces rames transportent quotidiennement des millions de vies qui reposent toutes entre leurs mains. Le métro de New York possède le plus grand parc du monde, 6500 rames. Chaque année, l'ensemble de ce parc parcourt 558 millions de kilomètres,
soit près de 4 fois la distance de la Terre au Soleil. Désormais, le transport urbain est assuré par un métro autopropulsé. Le plus grand et le plus sûr à avoir jamais emprunté ces voies. Le modèle le plus récent fait 15 mètres et demi de long et pèse 32 tonnes. Ses principaux composants, une cabine passager et 2 bogies en acier. Il est alimenté par 4 frotteurs, 2 de chaque côté, interconnectés. Quand l'un des frotteurs touche le rail électrique, les 3 autres chauffent également. Avec l'énergie ainsi produite dans les 4 moteurs de 115 chevaux, une voiture de sport pourrait accélérer de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Une fois en marche, le moteur passe en puissance maximum. Mais pour contrôler la vitesse du train, il faut résister à la poussée des moteurs. Pour freiner, on accroît la résistance. Ce n'est que dans les 5 derniers mètres que le conducteur active les semelles de frein et les patins. Pour maintenir la voiture elle-même sur les rails, il y a un boudin en acier conçu il y a 2 siècles et qui tient toujours le coup. Des roues à la toiture, les mécaniciens de Coney Island peuvent réparer n'importe quelle pièce. Et c'est ce qu'ils font quotidiennement. Toutes les voitures qui arrivent ici reçoivent l'équivalent d'une visite médicale pour s'assurer qu'elles ne présentent aucun risque. Comme on dit ici, personne ne veut payer 2 fois pour la même chose. Alors quand une voiture arrive, il faut s'en occuper le mieux possible dès la première visite pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Greg Lombardi est superviseur en chef. Il gère son atelier comme un jouet géant. Un jouet à $1 milliard. Je dis toujours que c'est un peu comme si j'avais ma propre collection de trains. Quand une panne se déclare, on se déplace et on règle le problème. L'atelier dispose de 4 grues de 30 tonnes, indispensables pour déplacer les voitures d'un poste à l'autre. Ça pèse 28 tonnes, c'est du sérieux. Chaque roue pèse plus de 350 kg. Un essieu complet fait donc près d'1 tonne et il est sans cesse en mouvement. Les réparations vont des plus petites pièces à la caisse tout entière. Le cadre, les moteurs, les vitesses, les essieux, les roues, les freins, tout ça en moins de 40 heures. Lorsqu'ils doivent décarcasser entièrement une voiture, les mécaniciens travaillent simultanément comme pour l'arrêt au stand d'une Formule 1. Mais l'échelle est plus grande et l'enjeu plus élevé. Une première équipe répare les essieux tandis que la seconde remplace les semelles de frein. L'objectif ? Réduire au minimum le temps d'immobilisation. Après les mécaniciens, c'est le tour des esthéticiens. L'atelier lave les rames bien plus souvent que vous ne lavez votre voiture. Chaque semaine, 1 millier de voitures passent dans l'un des plus gros portiques de lavage automatique du monde. À l'époque où le graffiti était encore une véritable plaie, on était obligé de les laver beaucoup plus souvent. Les voitures étaient alors peintes. Aujourd'hui, c'est de l'acier inoxydable, facile à laver et à entretenir. Pas besoin de peinture. Celle-ci arrive, elle est un peu terne, mais elle va ressortir toute brillante. Propreté et sécurité. C'est le mot d'ordre de la ville elle-même. Il y a 30 ans, New York avait aussi mauvaise réputation que son métro. Sale et dangereux, c'était des endroits à éviter. Pour améliorer cette image, il a d'abord fallu nettoyer le métro. À l'atelier de Coney Island, on fait plus qu'entretenir les rames. On fait briller la grosse pomme. Petits travaux, grosses œuvres, on fait tout et c'est garanti à vie. Il n'y a pas mieux. Venez nous voir. Mais la sécurité des rames n'est que la moitié de l'équation. Le réseau comporte plus de 2600 branchements pour aiguiller les trains sur les différentes voies.
et plus de 11 000 signaux pour réguler le trafic. Et les équipements sont plus vieux que beaucoup de New-Yorkais. La plupart d'entre eux datent d'avant 1940. Conséquence, 13 000 possibilités de défaillance grave. New York ne peut pas prendre un tel risque. Alors pour éviter la catastrophe, les agents de maintenance partent chaque jour à la chasse aux problèmes. Et ils sont eux-mêmes obligés de se mettre en danger. Ils travaillent dans un trou noir, à côté de rails sous tension, avec des trains passant à quelques centimètres. Voici la salle de simulation des voies. 46 mètres de métro reconstitués, au câble, à la traverse et à l'écrou près. La seule différence, c'est que ces rails ne sont pas électrifiés. Sur le terrain, ils sont conducteurs d'une tension mortelle, 600 volts. Quand on opère à quelques centimètres de la mort, tout repose sur la précision. Bob Darino est instructeur. Les étudiants ont l'occasion de démonter et de régler leur matériel pour avoir une idée de ce qu'ils vont vivre sur le terrain lorsqu'ils devront assurer la sécurité de New York. Les ouvriers font fonctionner le système de signalisation qui fait lui-même fonctionner les trains en toute sécurité. Et ce, grâce à une combinaison d'électronique sophistiquée et de bonne vieille mécanique. Les voies sont divisées en sections de 300 mètres, les cantons, qui détectent électriquement la présence d'un train. Quand une rame arrive sur le canton, elle passe sur des joints isolants dans les rails. Les roues provoquent un court-circuit, activant ainsi un signal destiné à réguler le trafic derrière le train. Si ce dernier maintient sa vitesse, le signal reste vert. S'il ralentit, le signal passe au jaune. Enfin, s'il s'arrête, le signal devient rouge. Un système de sécurité est simultanément activé. Ce dispositif en forme de T au niveau des voies est un stoppeur automatique. Il sert à empêcher les collisions. Si la rame suivante ne voit pas ou ignore le signal rouge, le stoppeur se redresse. Au passage du train, il heurte un levier de sécurité placé sous la caisse qui enclenche les freins. Quand le signal redevient jaune ou vert, le stoppeur s'abaisse et la voie est à nouveau libre. La signalisation fonctionne en tandem avec le matériel permettant d'aiguiller les trains d'une voie à l'autre, les branchements. Les rails mobiles s'appellent des aiguilles. Ils guident la rame vers une autre voie grâce à une technologie très simple. Le train est doté d'un boudin qui pend à côté de la roue. Ce boudin touche la partie intérieure du rail et quand le train passe le long de la voie, le boudin accroche cette partie du rail et se laisse guider. La moindre erreur peut se solder par un déraillement ou une collision. Il faut donc un système infaillible, un mécanisme à l'épreuve des malveillances et des erreurs. Ce sont les serrures d'enclenchement. Chaque levier correspond à un signal ou un branchement sur la voie. Le dispositif est sécurisé par des barres en acier qui se verrouillent de façon à autoriser les manœuvres sûres et à interdire celles qui sont dangereuses. La logique implacable des serrures d'enclenchement permet d'écarter deux des pires menaces qui pèsent sur le métro, les déraillements et les collisions. Mais un autre danger rôde sous la surface, là encore, contré par des machines. À Manhattan, deux réseaux s'entrecroisent. Un réseau artificiel de voies et de stations et un réseau naturel de sources et de rivières. Pour construire le métro, il y a un siècle, les ingénieurs ont dû évacuer des milliards de litres d'eau souterraine. Et ce n'est pas fini. En moyenne, la ville de New York est à peine à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Et le réseau est souterrain à 60%. La station la plus profonde est ainsi à 55 mètres de la surface. Alors, il y a de l'eau partout. Et le flux ne se tarit jamais, alimenté par la pluie, l'eau souterraine et les ruptures de conduite. Si elle s'infiltre dans les tunnels et touche le rail conducteur,
l'eau peut perturber les signaux et provoquer une catastrophe. Pour éviter ça, la compagnie des transports new-yorkais a installé près de 300 pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. À eux seuls, ces 4 engins évacuent 15 000 litres par minute. Les pompes réparties à travers toute la ville écopent en moyenne 49 millions de litres d'eau par jour, assez pour remplir 50 piscines olympiques. L'eau est évacuée dans des fosses souterraines, puis dans les égouts, permettant ainsi au métro de rester au sec. Mais la voie n'est pas encore libre. Il reste un obstacle, créé non pas par la nature, mais par l'homme. Un problème humain qui requiert une solution surhumaine. New York est parfois son propre pire ennemi. Sur le réseau le plus sollicité d'Amérique, une artère engorgée frôle l'hémorragie. Ce n'est dû ni à la nature, ni au temps, mais à l'homme. Il y a trop d'usagers. Heureusement, la relève s'annonce avec la célèbre ligne de la 2e avenue. Dans les années du boom, après la Seconde Guerre mondiale, l'East Side de Manhattan change radicalement. Des usines ferment, des bureaux les remplacent et des immeubles surgissent. Pour faire place au progrès, la ville supprime 2 lignes aériennes. Mais au fil des ans, la population explose, submergeant l'unique ligne de l'East Side. Pendant des décennies, les New-Yorkais vont évoquer la construction d'une nouvelle transversale nord-sud le long de la 2e avenue. Les travaux sont même lancés. Mais dans les années 70, la ville est au bord de la faillite et le chantier s'arrête. Aujourd'hui, il reprend enfin. Pour la première fois depuis 1940, une ligne est en construction. Un tronçon de 13 km reliant la 125e rue au quartier financier de Lower Manhattan. Elle n'ouvrira pas avant 2020, mais voici déjà un aperçu du métro du futur. Derrière, c'est l'océan Atlantique. Et moi, je suis sur un océan de verre. Rich Maris supervise le projet de la gare Stillwell à Coney Island. Avec ses 8 voies, ce sera la plus grande gare de métro du monde. C'est aussi une des plus anciennes du réseau new-yorkais. Depuis 20 ans, la compagnie des transports a rénové près de la moitié de ses stations. Mais Stillwell a été jugée irrécupérable. La station a été détruite et entièrement reconstruite. La gare de demain est en cours. Quatre lignes s'arrêtent ici. Autrefois, chacune était surmontée par une petite verrière qui ne protégeait pas les trains et les passagers des éléments. Plus maintenant. La gare est désormais abritée sous un toit de la taille d'un terrain de foot. Et ce toit ne fait pas que maintenir les gens au sec. Il alimente aussi la station. Il est composé de 2600 panneaux photovoltaïques. Ces panneaux, qui génèrent chacun en un an de quoi alimenter un foyer moyen pendant 3 jours, fourniront 50% de la consommation électrique quotidienne de la station. Aucun autre métro au monde ne fait un tel usage de l'énergie solaire. Et en plus d'être économique, ce toit est aussi très sûr. Des ingénieurs ont testé les panneaux en projetant dessus des rondins de bois à 160 km/h pour simuler les débris d'un ouragan. Il ne se casse pas, il se fêle mais ne cède pas. Ce toit est assez solide pour supporter votre poids. Vous pouvez marcher dessus si vous voulez. C'est même indispensable. Pour éviter toute perturbation des quais en dessous, le toit est conçu pour être entretenu du dessus. Comme les artères d'un corps humain, le métro assure la santé de son hôte. Le retour à la vie de la station va sans doute assainir un membre malade de cette mégapole. Au début du XXe siècle, Coney Island était un peu l'équivalent de Disney World aujourd'hui. Tout le monde venait ici, c'était une ville de lumière. Ce toit va permettre le grand retour de Coney Island.
C'est tout un quartier qui se développe grâce à la rénovation de Stillwell. L'homme, la nature et le temps lui mettent des bâtons dans les roues. Le danger rôde à chaque virage. Et pourtant, le métro passe toujours. Cette mécanique bien huilée, en mouvement perpétuel, roule au service d'une ville inépuisable. Le réseau fonctionne très bien. Et quand il y a une crise, on se serre les coudes. Tout est question de pression et de temps. Quelle pression pouvez-vous endurer pendant une période donnée? Certains tiennent le coup et d'autres craquent. Désormais, nous avons tous besoin d'être rassurés. C'est un monde différent. De temps en temps, quand je regarde par la fenêtre, je ne vois que des gens très détendus. Parfois, tous les passagers de la voiture dorment. Ils se sentent en sécurité. Sinon, ils ne pourraient pas dormir. Bercée au creux de ce cocon métallique, la ville qui ne dort jamais peut enfin se reposer.